Bonjour, aujourd'hui je reçois Émilie qui est franco-américaine, business coach et consultante. On s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux et je dois dire que dès le départ, j'ai aimé la façon dont elle présentait son activité et sa philosophie. En français, ça donne coaching et consulting pour les gens qui pensent hors de la boîte, out of the box thinkers, les neuroatypiques et en anglais neurodivergent, dont j'ai donné des exemples dans des podcasts précédents en décembre 2021. Et aussi, elle aide les créatifs, mais aussi les expats et les immigrants. En fait, on peut lire sur son site que ce sont les personnes qui consacrent beaucoup d'énergie à essayer d'être normales. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette formulation, essayer d'être normal. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'apprenants consacrent beaucoup d'énergie à paraître plus ceci ou moins cela, moins d'accent, plus l'air natif, et aussi des idées irréalistes sur ce que il ou elle devrait être capable de faire ou de comprendre à certains stades de l'apprentissage. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire pour apprendre à se connaître et apporter de la sérénité à son apprentissage ou à son expatriation. Pour arrêter de porter un masque ou de vouloir faire plaisir aux autres tout le temps en se sacrifiant, et au contraire, d'apprendre ou de savoir faire valoir ses points forts. Donc, en tout cas, j'ai pensé que le parcours d'Émilie et son expérience en tant qu'expatriée américaine, le fait qu'elle a appris le français à l'âge adulte jusqu'à le parler couramment, pourrait vous intéresser. Donc, je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Et Émilie, je te dis un grand merci d'être ici et je vais te laisser te présenter en quelques mots si tu veux bien. Oui, bien sûr, Cathy. Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation et de pouvoir parler. Donc, comme tu as dit, franco-américaine, j'étais d'abord américaine pendant 21 ans et puis par la suite française depuis 5 ans, mais j'habite à Grenoble depuis 17 ans. Un peu de pourquoi je suis venue en France. Je suis venue en France en élève d'échange au lycée. Donc, de 17 à 18 ans, j'étais au lycée en France, dans la Sarthe, où j'ai pu apprendre le français, connaître les Français dans un milieu familial, quoi. J'ai appris en parlant, j'ai appris en écoutant, sans avoir forcément des cours de français. Je suis retournée par la suite aux États-Unis, j'ai fait mes études et à la fin de mes études universitaires, on m'a embauchée pour venir travailler en France. Donc l'embauche a été faite par les Américains américaines plutôt, et pour travailler 2 ans en France en sorte d'échange professionnel. Mais à la suite de ces 2 ans, j'ai adoré la France, j'ai décidé de rester et je suis depuis maintenant 17 ans. Voilà, cet échange était dans un endroit très corporate, très stratégique. Et depuis 3 ans, j'ai décidé de me lancer dans le consulting, dans le coaching, pour amener un peu mes expériences, apporter tout ça aux autres. Ouais, donc cette entreprise, c'était une entreprise américaine ou française? C'était une entreprise française, Schneider D'accord. Electric. Et la langue de travail, c'était le français ou l'anglais? Sur place, avec les collègues, c'était en français, mais les communications écrites étaient plutôt en anglais. La raison, c'était que si jamais il y avait un manager ou quelqu'un qui parlait pas français, on écrivait en anglais, comme ça, il pouvait lire, comprendre ce qui se passait. D'accord, ouais, tout le monde était intégré, mais le côté socialisation, la machine à café et les relations avec les collègues, ça, c'était en français et donc ça aide de savoir parler français. Ouais, c'était très important, surtout que en France, ces discussions sont souvent les plus importantes. Ouais, les discussions à la machine à café, tu trouves que Exactement. c'est là que tout se passe? Ouais, exactement. C'est là où tout se passe. Les relations sont très importantes en France. Le réseautage aussi très important et tout ça se fait au déjeuner, au café. Que tu as connu la Sarthe, je sais pas si tu étais dans une grande ville ou une petite ville, mais c'est assez rural, donc c'est la France de la campagne, hein, c'est pas l'image parisienne de la France. C'est Pas du tout, radicalement non. différent. Mais tu as connu aussi les grandes villes. Est-ce que tu peux partager un peu sur ton expérience d'expatrié en France à travers ces différentes situations? Ouais, effectivement, la Sarthe est très rurale, pardon. J'ai encore du mal avec mes airs. Donc effectivement, il y avait très peu de monde. C'était une toute petite ville. Euh, des anglophones, mais pas beaucoup.
Donc j'étais vraiment et surtout j'étais dans une famille d'accueil qui ne parlait pas anglais. Donc c'était dès le premier jour, si je voulais quelque chose, me faire comprendre, amener un dictionnaire et puis de parler avec des mots, le tout petit peu de français que j'avais et puis d'avancer comme ça. C'était une très belle expérience euh, pour moi, mais aussi pour mes collègues, les autres lycéens qui étaient autour de moi. Ce que je retrouvais très bien, mais difficile pour moi dans la Sarthe, était que les gens sont assez fermés au début. Donc j'avais du mal à trouver des amis. Mais une fois que j'ai trouvé des amis, bah, je parle toujours avec eux, 20 ans Mm. plus tard, plus que ça. À Grenoble, donc là où je suis aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est une grande ville déjà et une ville très cosmopolite. Donc il y Mm. a beaucoup d'étrangers et on dit carrément, il n'y a aucun Grenoblois qui est réellement Grenoblois. Une grande majorité vient soit de l'étranger, soit d'autres villes en France. Donc Ouais. ça change énormément, mais par contre, il y a quand même une différence entre les expatriés, les immigrés et les Français qui sont sur place. Euh, Ce qui m'a aidé énormément à m'intégrer ici, c'était la communauté des personnes, des expatriés, des émigrés qui s'intégraient facilement avec les Français. Donc aujourd'hui, mes amis et mes collègues, mes clients sont un peu de partout. Il y a Mm. un très beau mélange de franglais, comme on l'appelle, en permanence. Et ça, c'est vraiment très, c'est très bien. C'est excellent. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va pas retrouver partout en France. Je viens de l'ouest de la France, donc là où j'ai grandi, c'est quoi, une centaine ou 200 kilomètres de la Sarthe où tu as fait ton échange. Et effectivement, c'est beaucoup moins international. Alors, ça a changé dans les peut-être 20 dernières années parce que beaucoup d'Anglais sont venus s'installer en France, dans les campagnes, un peu partout. Donc, on trouve des anglophones un peu partout en France maintenant, mais les Anglais d'Angleterre ont vraiment un réseau souvent séparé. Et ils sont différents encore des expatriés internationaux ou américains que tu peux avoir dans ton cercle de connaissances à Grenoble. Et généralement, ouais, Lyon, Grenoble, Paris, c'est des villes très dynamiques et très internationales, très cosmopolites. Et le danger, c'est de se retrouver enfermé dans le réseau des expatriés. Il y a souvent des associations qui rassemblent des Français qui reviennent d'expatriation, par exemple, et qui Mm. veulent garder ce contact avec l'étranger. C'est une bonne porte d'entrée pour commencer à construire un réseau qui intègre des Français et des immigrés ou des expatriés aussi. Je ne sais pas Tout si tu à as fait. utilisé Ouais, ouais. une Oui, asso comme ça. carrément. Ouais, ouais. Presque tout au début, la première année, j'ai découvert l'association France-États-Unis à Grenoble. C'était une association plutôt professionnelle, donc d'adultes, avec un très bon mix d'Américains expatriés ou autres, et des Français qui ont vécu aux États-Unis. Donc, on partageait des choses, on parlait des États-Unis. La langue parlée était en franglais exceptionnel. Et donc, du coup, beaucoup de mes amis encore aujourd'hui sont de cette association. Et du coup, ouais, il faut en profiter de ce genre de choses parce que c'est là où on a un point d'entrée avec des Français qui sont déjà intéressés, ouverts, Mm. de discuter avec d'autres personnes qui sont différents, qui ont des idées différentes, avec une culture qui n'est pas pareille. Mm. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur le fait que les gens étaient assez fermés. Effectivement, je vois ça dans ma région ou en Bretagne où les gens vont pas aller spontanément vers les nouveaux arrivants, mais que ce soit des Français qui déménagent à l'autre bout de la France ou des étrangers, toutes les personnes qui ne sont pas de la région sont étrangères. Et Tout ça à prend du fait. travail et vraiment beaucoup de... Il faut oser sortir, oser aller rencontrer les gens et pas compter sur que ce soit eux qui viennent parce que vous pouvez attendre très longtemps. Mais par contre, Exactement.
si vous devenez ami avec un Français ou une Française et que vous avez besoin d'aide, la personne sera là. Elle va pas vous dire oui, oui, je vais t'aider, puis planter au dernier moment et ne pas venir. Ouais. Ça, c'est un petit clin d'œil aux Canadiens c'est souvent ce que les Français reprochent aux Canadiens, c'est que les Canadiens disent toujours oui. Et le jour où il faut aider, il n'y a plus personne. Et quand on arrive de France, quand on s'est engagé, c'est qu'on est prêt à le faire. Et puis si on n'est pas prêt, on va dire non. Mais il y a un petit choc culturel à ce niveau-là sur l'engagement et le fait de poser des limites qui Mm. peut être un peu déstabilisant quand on arrive. Alors je veux pas généraliser, il y a des Français qui plantent les gens au dernier moment et des Canadiens qui sont Oui, il y là en a. pour aider, hein, mais Ouais, c'est une ouais, tendance il y en a. globale que j'ai remarquée. Bah, et c'est un très bon point, Cathy, parce que des fois, on peut dire que les Français sont pas polis. Mm. J'entends très souvent French are rude. Et oui, c'est vrai pour nous, les Nord-Américains, ils vont dire non, très souvent même. Mais quand ils disent oui, c'est vraiment un oui, comme tu viens de Mm. dire. Et c'est très important de savoir cette petite différence culturelle parce que on peut dire, ah bah, la personne a dit non, donc du coup, la prochaine fois, je pose pas la question. Ah, Ouais. si, en fait, on peut poser la question pour la prochaine fois et peut-être qu'ils seront d'accord pour la suite. Donc, il faut pas non plus être bloqué par ces noms au début non plus. Mm, mm. Je sais pas si tu as lu le livre de Bonjour Effect, je crois. Je mettrai les Ah, références en dessous. non, pas ce C'est comme livre-là. un guide de la culture française vu par des Nord-Américains, Mm. québécois d'ailleurs, hein, donc c'est pas anglophone, c'est vraiment Amérique du Nord et France. Et où il disait que souvent ça commence par un non avec un Français, mais que c'est pas la réponse finale. On peut souvent arriver à un accord ou trouver une solution pour régler le problème, et il faut pas prendre non comme une réponse définitive. Bah, le non ni le, c'est impossible. Oui, Ça c'est typique. Tout est impossible en France, sauf c'est pour ça. rien n'est impossible. Ouais. Au final, on peut A tout faire. priori, c'est impossible. On va pas mettre les attentes trop haut en promettant monts et merveilles. On va dire que c'est impossible. Et comme ça, si on arrive à faire quelque chose, on sera content. C'est peut-être un peu Exactement. c'est lower expectations. Et C'est ça. au niveau du choc culturel dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Alors, au début, quand je suis arrivée, la première chose qui m'a marquée, c'était les bisous. Alors, Faire la bise pour dire de faire bonjour, la au bise, pour revoir. dire bonjour, bah, c'était le bonjour. Il faut dire bonjour à tout le monde Hmm, et il faut faire les bises à tout le monde. hmm, Et ça, en début de journée, donc quand je suis arrivée, c'était au lycée, mais c'était pareil quand je suis venue en France pour le travail. On dit bonjour à tout le monde, on fait les bises à tout le monde. Donc, il faut un peu le prendre en compte. Là, nous, les Nord-Américains, comment dire, on est moins tactile hmm. que les Français. On se Ouais, touche enfin, moi, moins. un hug, c'est très tactile Bah, pour moi, hein, tu vois. un hug, c'est très tactile, mais bah, pour nous, bah, pour moi, en tout cas, les bisous étaient plus proches. Je sais pas comment, c'est peut-être faux, mais c'est juste l'impression Mais que c'est, ouais, j'avais. tu vois, pour moi, une bise ça reste assez distant et un hug, Ouais, il y a tout le corps qui est en contact. Et parce que j'ai pas été élevée comme ça, pour moi, c'est plus ouais, proche qu'une bise. Et alors que, tout ouais, à pour fait. toi, c'est l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Et du coup, ça prend du temps le matin. Il faut le Oui. prendre en compte. Donc, c'est pour ça on dit très souvent les réunions qui démarrent à 9 heures, bah, ils démarrent déjà jamais à 9 heures. Parce que il faut faire les bises, bonjour, comment ça va, prendre le café, et ça démarre souvent avec 10 à 15 minutes de retard. Oui. Oui. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Après, comment dire, au niveau choc culturel, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon expérience professionnelle au fur et à mesure de l'avancement de ma carrière. Et c'est que les Français sont très basés sur les diplômes et les cadres. Bah, on met tout le monde dans un cadre. Ouais, Donc dans une boîte, ouais. moi, dans une boîte. Ouais. Donc moi, j'avais mon diplôme universitaire était en histoire, philosophie et français. Alors, pour les Américains, c'est ah ouais, t'as 3 diplômes, c'est excellent, tu peux tu faire, bah viens, on va t'apprendre à comment bosser dans la boîte. Bah pour les Français, ils te regardent, pourquoi t'es pas prof? Exactement.
Si tu as fait une humanities ou les sciences humaines, le débouché, c'est prof, mais tu ne vas pas aller à une entreprise comme Schneider Electric. C'est un Exact. miracle qui t'ait embauché presque. Bah, c'était exactement ça. J'étais entourée avec des ingénieurs qui comprenaient pas pourquoi j'étais là entre eux. Donc, ce que j'ai appris, c'était, au final, euh, j'avais compris que effectivement en France, le diplôme était important. J'ai fait mon MBA en France. Bon, j'ai beaucoup appris, c'était une bonne expérience, mais je l'ai fait surtout pour avoir le diplôme. Je le dis parce que c'est vrai. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Et par rapport à ça, il y a les diplômes, le diplôme et la boîte. Donc on m'a mis, j'étais dans la communication marketing, on m'a mis dans la boîte communication marketing. Alors que moi, je suis très généraliste. Et donc du coup, c'était vraiment grâce aux menteurs et aux managers qui comprenaient cette différence culturelle qui m'ont pris dans des postes différents, dans l'informatique, dans la gestion du projet, etc. C'est vraiment grâce à ces personnes que j'ai réussi à avancer et du coup, pourquoi aussi je suis là, tant que consultant et coach, parce que je crois fortement qu'en France, il faut changer les choses. De toujours embaucher les mêmes personnes, des mêmes, des mêmes universités, des grandes écoles d'engineering ou du business, de plus en plus, ils se rendent compte que il manque de la diversité. Mm. Et donc, du coup, ils recherchent, ils savent pas trop comment faire parce que c'est pas dans les habitudes et ils se posent des questions. Est-ce que ton parcours et le fait d'avoir rencontré ces personnes qui t'ont donné qui t'ont donné une chance, qui ont su aller regarder ton profil en général et pas seulement ton diplôme, est-ce que ça a influencé ton choix de carrière et de vouloir aider d'autres personnes à s'intégrer dans les nouvelles entreprises ou des managers peut-être j'imagine que tu coaches aussi des managers pour que eux intègrent cette diversité et réussissent à travailler avec des perspectives un peu différentes. Tout à fait. Donc, d'abord avec des individus et surtout avec moi-même, c'était assez tôt dans ma carrière où on m'a dit que j'avais un profil atypique. Alors pour moi, c'était excellent. J'ai fait plein de choses, j'ai plein d'expériences, c'est super. Mais en fait, non. Profil atypique en français, pour les Français, c'est négatif. C'est pas une bonne chose parce que Mm. on sait pas mettre la personne dans sa boîte. Ouais. Donc du coup, et ce que j'essaie de faire parce que c'est pas aussi évident que ça, c'est de à la fois prendre des profils atypiques ou les néo-divergents, des émigrés, des expatriés, c'est de dire on a nos valeurs, on est nous-mêmes, euh, et en fait tout le monde a ses propres valeurs, tout le monde a ses compétences, son expérience et tout ça, mais de mettre en valeur ce qui recherche la personne en face. Donc que ça soit un ami, que ça soit un collègue, que ça soit un manager, etc. Mais de vraiment, et c'est pour ça que je dis, c'est pas aussi évident que ça, parce qu'il y aura une personne qui dit, ok, t'es canadienne, donc t'es nord-américain, et donc du coup je comprends bien que tu fonctionnes comme ça. Alors qu'un autre va dire, t'es canadienne, francophone, donc du coup tu parles français, et donc du coup t'es comme nous. Oui. Alors non. Et, et non, non, pas du tout. Donc, c'est juste de trouver cet équilibre en soi-même, Mm. vraiment. Et je dis, quand c'est grâce aux managers, à mes menteurs, qui m'ont dit, tiens, Émilie, dans les cas de négociation, par exemple, quand tu essaies de négocier, toi, tu vas aller droit au but. Objectif, business, argent. Alors qu'en France, et encore moins dans d'autres pays, il faut d'abord créer la relation avec la personne. Les bonjour, ça va, sincère, ça compte Mm. beaucoup. Donc Mm. c'est vraiment de jouer avec les deux et pouvoir rester nous-mêmes, mais Mm. adaptable en même temps. Oui, avoir une connaissance du contexte culturel pour ne pas faire des choses qui vont te... Si tu arrives trop américaine dans une négociation française,
tu vas fermer la porte tout de suite parce que la personne va avoir une réaction, même en 10 secondes, elle va juger et elle va dire, ouais, mais cette personne-là, ça correspond pas au profil de la personne avec qui je veux travailler. Alors que si tu connais les codes et que tu sais intégrer les codes, mais tu restes quand même sur ce qui fait ta force, en fait, pour, bah, tu augmentes le succès, en fait, parce que tu as vraiment le meilleur des deux, le meilleur de toi-même, mais dans un contexte où tu fais les choses appropriées pour obtenir l'objectif. Et ça, c'est un truc avec les personnes neurodivergentes, j'ai remarqué que souvent il y a cette tendance de vouloir se suradapter ou vouloir faire les choses qu'on pense que les autres attendent. Et donc Ouais, en faisant ça, on peut avoir des résultats parce que on va savoir cocher les bonnes cases mais au final on perd une part de nous-mêmes et on limite la richesse qu'on peut apporter à l'entreprise ou au contrat avec l'autre personne. Et donc, mm, c'est important d'avoir un coach ou quelqu'un qui peut t'aider à, à faire le point sur toi-même et à dire, OK, tu sais t'adapter aux autres, mais si tu commences par t'adapter à toi-même et ensuite à adapter tes actions à la situation, les résultats c'est comme exponentiel quand tu commences à explorer ces pistes-là. Tu pensais que tu avais du succès avant, mais après, tu mm. réalises que tu peux te faire plaisir vraiment en faisant ton activité professionnelle. Tu peux être outside the box, même en France. Surtout que c'est en train de changer beaucoup plus. Enfin, les managers, les nouveaux managers, ont beaucoup plus cette ouverture sur l'international et cette volonté d'amener plus de diversité. Alors, ils savent pas encore toujours la gérer, mais au moins, il y a cette volonté de regarder des profils atypiques et de ne pas les écarter tout de suite, comme ça pouvait être le cas il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années peut-être. Exactement. Si je peux parler juste un petit peu de mon propre expérience, Mm. parce que je suis neurodivergente. Donc, c'est pour ça que j'accompagne les oh, toujours du mal à dire ça, neurodivergents. Euh, En fait, comme tu dis, au début de ma carrière, et je crois pour le début de ma vie, c'était même pas juste en France, c'était aussi aux États-Unis. J'ai essayé de m'adapter à la norme. Et ça fonctionnait. Ça a fonctionné super bien. Sauf, comment dire, en fait, ça prend énormément d'énergie en plus. Mhm. Parce que du coup, il y a des contraintes, nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. On crée des passages des passages dans le cerveau, en fait, pour être normal, mais c'est fatigant. Et Mm. mon expérience était, et là j'entends de plus en plus du monde qui vivent ou qui ont vécu la même chose, bah, c'est un burn-out. Mm. Donc pour moi, c'était à 30 ans. Tout simplement, mon cerveau ne pouvait plus fonctionner normalement. Et j'avais besoin, moi, de me redécouvrir, parce que du coup, je devenais une personne que j'étais pas. De me redécouvrir, de mieux connaître mes forces et par la suite trouver un travail, une source de revenus, les deux, euh, où je pouvais utiliser mes forces, euh, là où j'étais pas normale, de savoir m'adapter, mais pas devoir le faire tout le temps non Mm. plus. Donc pour moi, c'était très riche et pareil, c'est pas très évident parce que c'est à la fois pas compris, et là, c'est le cas en France peut-être plus que les Nord-Américains. On parle beaucoup plus de la psychologie en Amérique du Nord qu'en France. Mais c'est très peu connu et c'est compliqué. Et donc, du coup, quand quelque chose est compliqué, bah, on a peur. Et donc, du coup, on n'essaie pas. Donc, j'aide des individus, mais aussi, comme tu as dit, les entreprises à comprendre comment intégrer les neurodivergents dans les entreprises. Euh, Mm. Ça peut être d'utiliser leur force. Donc, beaucoup de neurodivergents sont très forts en analyse, sont très forts dans tout ce qui est data. Ils sont des programmeurs excellents. Et c'est ces métiers-là, en fait, euh, où on trouve un vrai besoin. Il n'y a pas assez de monde qui savent le faire. Mais Mhm. si on dit, bah, t'es trop différent, donc du coup, je peux pas t'embaucher,
euh, bah, du coup, les entreprises, ils n'ont pas de programmeurs, ils n'ont pas de data analystes, ils n'ont pas de créatives, voilà, ils ont besoin de ça. Donc, le, la mentalité est en train de changer, mais est en train de changer, c'est pas encore ça. Oui, c'est un processus. On est au début du processus Ouais. et dans le, je sais qu'en France, le français c'est un critère de sélection en général. Si tu envoies une lettre de candidature avec des erreurs, des fautes d'orthographe et quelque chose qui démontre pas une grande maîtrise du français, on te regarde même pas. Il n'y a pas forcément les mêmes critères pour les étrangers, mais il peut y avoir une barrière où les recruteurs vont se dire est-ce que cette personne est assez bon en français? Est-ce que nos clients vont avoir une moins bonne opinion de nous parce que cette personne-là s'exprime pas assez bien en français? Alors que si on encourage, on met le focus sur la communication et qu'on encourage les personnes à utiliser toute la richesse de ce qu'elles savent faire pour communiquer les messages, au final, pour l'entreprise, le résultat est là. Si la personne peut être convaincante, si elle peut faire du business en français et qu'elle fait des erreurs, au final, au niveau des résultats, ça paraît pas. Donc, il y a des barrières mentales à franchir à la fois du côté des apprenants pour se dire, bah, j'arrête avec le syndrome de l'imposteur. Mon français, il est assez bon pour interagir, donc je peux travailler en français. Ouais. Et on peut continuer à vouloir s'améliorer, c'est pas la question. On peut prendre des cours par ailleurs pour toujours s'améliorer, mais à un moment donné, il faut savoir aussi se dire good enough at the moment. Si Mm. j'arrive à communiquer, bah, le travail, il est plus sur moi, sur ma confiance que sur la langue en elle-même, parce que la langue, elle me permet de faire tout ce que je veux. Donc, si j'arrive à assumer et à transmettre ça au recruteur ou à l'employeur va faire confiance. S'il voit que l'employé a la confiance et a les résultats, il va pas aller lui mettre des points en moins parce que le français est pas assez bon. Au Mm. contraire, il va peut-être même lui dire, bah écoute, c'est super ce que tu fais, peut-être qu'on va te payer des cours de français, parce que si c'est un problème, bah à ce moment-là, on va te payer les cours, mais tu es un Mm. employé qui a de la valeur pour nous, donc on va investir sur toi et tout part de la personne et de la confiance. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins en prendre conscience et commencer le travail, c'est la première étape et la plus importante, je dirais. Exactement. Et il y a encore un point dessus, c'est c'est aussi de, pour les managers, pour les entreprises, de comprendre que qu'on s'exprime pas du tout de la même manière. Ça veut dire que toi, tu t'exprimes pas de la même manière que moi. Alors, tu es française, tu habites au Canada, moi je suis américaine, j'habite en France, voilà. Donc il y a ces différences culturelles, d'expérience et tout ça. Mais même pour les neurodivergents, Mm. des fois on a du mal à s'exprimer correctement. Donc c'est un travail aussi aux managers et aux entreprises de tirer en quelque sorte les bons messages de ces personnes-là. Et par ça, je veux dire, on souffre énormément ou très souvent de l'angoisse sociale. Ça veut dire Mm. que de parler en public, c'est bon, déjà c'est pas évident pour beaucoup de monde, mais pour nous encore moins. Donc de dire bah il y a une réunion de 20 personnes et c'est à chacun de partager ses idées. Bah, si tu as l'angoisse sociale ou angoissée en général, peut-être tu peux pas t'exprimer devant 20 personnes. Et c'est au leader de dire, OK, tout le monde a des idées. Pour les personnes qui prennent la parole, très bien, mais aussi donner l'opportunité aux autres de donner des idées à l'écrite, en avance, après. Et c'est une façon Mm. de recueillir tous les éléments de tout le monde. Ouais, ouais, il y a beaucoup de réflexions à mener sur les processus en entreprise et la participation de chaque employé qui permettrait d'avoir beaucoup plus de points de vue créatifs et au final d'avoir une intelligence collective encore, avec encore plus d'éléments pour trouver des solutions différentes de ce qu'on fait habituellement. Et si on tente des choses différentes, on peut avoir des résultats différents et une croissance encore meilleure en fait. Tout à fait. Et avant de terminer, est-ce que tu peux juste nous rappeler où on peut te trouver sur Internet ou comment te contacter?
Oui, bien sûr. Donc, le nom de mon entreprise de coaching et consulting est Caving into Curiosity. Donc, si on cherche Caving into Curiosity sur Instagram, sur LinkedIn, sur Google, normalement, on va tomber sur mon site web, la page LinkedIn, mon adresse mail et tout ça. Et sinon, bah, pareil, Émilie Huchène, recherche Google, on me retrouve. On te trouve. OK, je mettrai les liens, sous la vidéo et sous la podcast de toute façon, donc ce sera facile de Super. te trouver. Merci beaucoup, c'est excellent. Et un grand merci, d'être venu, aujourd'hui.